Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode de Générique de fin. Salut Adam, Bonjour. ça va bien? Bien sûr, ça va super. Premier épisode de l'année 2026 et pour l'occasion, on va parler d'un réalisateur qui pour le coup est un peu dans l'actualité puisqu'on va parler de Jim Jarmusch puisqu'il vient de sortir il y a quelques semaines de ça son 14e, c'est ça? 14e Tout long à fait. métrage 14e, ouais. Mother, Father, Brother and Sister, je l'ai dit dans l'ordre. Tu l'as dit dans l'ordre. Et pour le coup, du coup, on avait un peu envie de revenir sur la carrière de Jim Jarmusch et surtout envie de parler de l'un de ses meilleurs films, on peut le dire comme ça. Hein. On va pas s'aventurer là-dessus On tout va- de suite. vas-y. On va voir. On va voir ce que. Puisque on va aujourd'hui parler de Dead Man, sorti en 1995, film qu'on a un petit peu redécouvert, que j'ai vu il y a pas très longtemps, Ouais. que j'avais découvert il y a un an de ça, Et que moi j'avais vu il y a extrêmement longtemps quand j'étais quand t'étais petit. tout petit. Ouais, t'en avais Et- fait des cauchemars, je crois. Ouais, tout à fait. Et ouais, du coup, ouais, pareil, en fait, c'est un film qui m'avait longtemps hanté, qui était. Enfin, même si, du coup, encore une fois, j'avais vu il y a très longtemps, il m'était jamais vraiment sorti de la tête. Et là, j'ai pu vraiment me replonger un peu à 100% dedans. Et... C'était la première fois que tu voyais un film de Jarmusch. Non. Non, parce que. Ouais, non, si, t'as raison. Genre, c'est le premier que j'avais vu, c'est ça. Ouais, tout pareil. Oui, ça. Mais du coup, voilà, on va parler de ce film. Il y a plein de choses à dire. Et pour commencer, on va faire, comme d'habitude, la fiche technique pour poser les bases. Donc, Dead Man, c'est un western américain réalisé et écrit par Jim Jarmusch, sorti le 26 mai 1995 en France, produit par Demetra G. McBride, donc qui est la productrice attitrée de Jarmusch et aussi une de ses fidèles amies. Produit du coup pour 9 millions de dollars, ce qui est que dalle hein, pour un film. Distribué par Miramax. Quand même, 9 millions, c'est quand même pas mal. Quand même. Bah, pour un film. En tout cas, pour un film de Jarmusch, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Ça a souvent été. Je crois que c'est un de ses plus gros budgets Ouais. à l'époque, en tout cas. Mhm. Donc, c'est à noter. Sachant que du coup, voilà, c'est distribué par Miramax. Donc, évidemment, société de production de Hervé Weinstein. Hein, Non, mais d'ailleurs, du coup, on parlera un petit peu après, parce qu'il y a pas mal d'anecdotes Mhm. autour de ce film et Harvey Weinstein. bien sûr. Au niveau de l'équipe technique des habitués du cinéma de Jim Jarmusch, je pense notamment au chef opérateur, donc photographie de Robbie Muller, qui va retravailler avec Jarmusch sur Ghost Dog, qui a déjà travaillé sur Mystery Train, et puis qui a fait d'autres films, notamment Paris, Texas de Wim Wenders, ou encore l'excellent Police fédérale Los Angeles de William C'est aussi Friedkin. le chef-op de Dancer in the Dark, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Au niveau du montage, le montage il est de Jay Rabinowitz, qui pareil a beaucoup travaillé avec Jarmusch parce que moi j'ai noté Ghost Dog et Night on Earth, mais je crois qu'il a fait plein d'autres films de Jarmusch, même quasiment tous ses films à Mhm. partir d'une certaine époque en Ouais, fait. c'est ça. À partir des années 90, il a toujours bossé avec Jarmusch. Au niveau de la musique, donc la musique du film est composée par le chanteur de rock country américain Neil Young, évidemment chanteur que vous connaissez peut-être, chanteur assez populaire. Canadien. Ouais, Il est Canadien. Il est pas américain. Non, il est canadien. Il est canadien, Ouais. autant pour moi. Populaire à l'époque, aujourd'hui peut-être un peu moins connu. Même si quand même, il y a quand même plusieurs albums, enfin Ouais. certains albums qui sont quand même encore reconnus. Notamment Harvest, qui est son plus populaire. hein. Ouais, c'est un de ses meilleurs. Mais, Ouais, bien sûr. Mhm. Et au niveau du casting, on retrouve donc Johnny Depp dans le rôle principal, donc le rôle de William Blake, Gary Farmer dans le rôle de l'Indien Nobody, Nobody en VO, hein, personne en VF, Mhm. mais nous on l'appellera Nobody. Et puis on peut également noter la présence de plusieurs acteurs qui sont plusieurs fois apparus dans des films de Jarmusch, notamment John Hurt, que vous connaissez sans doute pour Alien, entre autres, Ou Elephant Man, ou voilà, ou plein d'autres trucs. Harry Potter aussi, Ah ouais Ouais. Il joue qui dans Harry Potter je sais plus. Quoi Mais il est dans Harry Potter. Ok. Lance Erickson également, Robert Mitchum qui fait une petite apparition, donc bien sûr La Nuit du Chasseur, Entre autres. La Griffe évidemment. du passé ou encore Eldorado qui est un super film. Alfred Molina également, qui a plusieurs fois fait des petits caméos dans les films de Jarmusch, ou encore le chanteur Iggy Pop qui était pote hein, avec Jarmusch à l'époque. À l'époque, alors oui, en fait ils sont devenus potes à ce moment-là à peu près. Mm. Parce qu'après ils ont beaucoup retravaillé ensemble, que ce soit dans Coffee and Cigarettes ou même du coup récemment avec The Dead Don't Die.
Ouais. Et même du coup, il a fait aussi des documentaires sur les Stooges. Mais ils sont devenus potes au début des années 90. Parce que c'est Tom Waits qui, lui, était déjà pote avec Iggy Pop depuis extrêmement longtemps. Il a présenté du coup Jarmusch à Iggy. Et avant de commencer à parler de Deadman, on va rapidement faire la petite présentation de Jim Jarmusch, voir qu'est-ce qu'il a fait, qui est-il, d'où vient-il et qu'est-ce qu'il a fait avant Deadman. Et je te laisse commencer, Adam. Avec plaisir. Jim Jarmusch, qui il est? Il est né le 22 janvier 1953 à Cuyahoga Falls dans l'Ohio. C'est le grand frère d'une fratrie de 3 enfants. Et sa mère, dont je n'ai plus le nom et je m'en excuse, pardon. Donc, du coup, sa mère était critique de cinéma et de théâtre. Et son père était un homme d'affaires. Il faut savoir donc que sa mère était d'origine irlandaise et son père d'origine tchèque. Et évidemment, ce côté un peu mélange de culture, étant donné que le mec est né aux États-Unis mais d'origine européenne, si on peut dire ça, va évidemment énormément infusé sur sa manière de voir le monde, sur sa passion pour l'art. C'est notamment sa mère qui va l'initier très tôt au cinéma. Mais d'abord, je crois, dans un premier temps, à la littérature, notamment Proust, Dante ou encore le romantisme. Donc c'est un peu elle qui va... Parce que faut savoir que Jarmusch, avant tout, c'est un passionné de littérature, quoi. Pas, le cinéma, c'est un peu venu après, on va dire. Mhm. Tout à fait. C'est que depuis qu'il est jeune et adolescent, il adore justement aller se balader un peu donc dans l'Ohio, là où il habite, dans des petits cinémas, dans des petits cinémas de quartier, dans des petits théâtres. Il va beaucoup traîner dans des librairies. En fait, il va découvrir des auteurs, il va découvrir des films, notamment surtout du coup le cinéma de genre et le cinéma de série B. Ouais, Cinéma d'exploitation des années 50 et 60. Parce que bien sûr, dans ces petits cinémas de quartier-là, c'est les films qui passaient, c'est les films de série B, pas C'est ça. forcément les films européens, par exemple, qu'il découvrira bien plus tard. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc à 17 ans, pour ses études, il va s'installer à New York, toujours donc pour étudier la littérature. C'est vraiment ça en fait, l'art primaire de Jarmusch. Parce que du coup, quand il arrive à New York, il a accès à plus de cinéma, et notamment à des cinémas d'art et d'essai. Et c'est en partie là qu'il va découvrir le cinéma underground, notamment des films... moi j'ai noté des films de Andy Warhol, pardon, ou des films de Robert Downey Senior, le père. Qui sont des films beaucoup plus... aujourd'hui... c'est des films qu'on pourrait qualifier de expérimentaux. Oui, voilà, en fait, c'est des C'est- expérimentaux. Parce que, évidemment, là, on est au tout début des années 70. Et à New York, on voit apparaître un mouvement qui s'appelle le No Wave. Pas confondre avec la New Wave, qui est un mouvement musical qui serait un peu lié, mais de différentes manières. Et donc, la No Wave, du coup, portée par exemple donc par le cinéma d'Andy Warhol, par exemple, par l'influence d'un cinéaste comme Derek Jarman, qui est anglais, mais qui s'est vraiment exporté aux États-Unis. En fait, c'est un mouvement extrêmement arty avec ce cliché qu'on pourrait en avoir, c'est-à-dire on est dans les bas-fonds de New York, on va tester des choses vraiment, on n'a pas d'argent, on va prendre une petite caméra même en Super 8, enfin en tout cas qui n'a pas une vraie bonne qualité d'image, pour ensuite venir tester des choses un peu à gauche à droite, vraiment dans les bas-fonds de New York. C'est un peu ça du coup le mouvement de la No Wave. Et du coup, en fait, dans le cadre de ses études à l'Université de Columbia, donc ses études de littérature, Jarmusch, il a l'occasion de passer un séjour, un semestre à Paris. Et c'est en fait là qu'il va commencer déjà à tomber amoureux de la France, dans un premier temps, et surtout à fréquenter la Cinémathèque française. Et c'est là qu'il va découvrir le cinéma d'auteur européen et international de manière générale, les œuvres de Ozu, de Antonioni. Il va également découvrir la nouvelle vague française, les films de Godard, de Truffaut, et tout ça va exercer une influence majeure en fait sur son style. Et par la suite, donc après ce semestre à Paris, il va revenir à New York où il va s'essayer vite fait à la musique et à la poésie, avant finalement de s'inscrire en cinéma à la New York University, où il va du coup, comme tu l'as dit, devenir l'élève de Nicolas Ray. Mhm. Ouais, ça, parce que, donc évidemment,
Du coup, c'est quelqu'un en fait qui a influencé à la fois donc par le cinéma, on pourrait dire mondial. Donc encore une fois, on a cité Ozu, on a cité Antonioni, donc le cinéma français, le cinéma asiatique, le cinéma du coup d'Europe de l'Est énormément, avec du coup des cinéastes comme Zulawski par exemple dans ses premiers films qui l'ont vraiment influencé. Et aussi donc le cinéma de série B américain, le cinéma d'exploitation, le cinéma de genre. Et je pense que ouais, pour vraiment comprendre qui est Jarmusch, quelle est sa vision du cinéma, c'est important de savoir ça. Ouais, c'est un mélange de ces deux types de cinéma, quoi, en Ouais, fait. exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dès son premier film, donc son film de fin d'études, qui est du coup Permanent Vacation, Mhm. sorti en 1980. C'est en fait un film alors il va réussir à avoir de l'argent grâce à une bourse. Et en fait, ce premier film, il va être en partie soutenu par Nicolas Ray et par Wim Wenders, qu'il a rencontré sur le tournage de Nick's Movie, parce qu'en fait, Mhm. faut savoir qu'il était extrêmement proche de Nicolas Ray. Il Mhm. le considère un peu comme un deuxième père, quoi. Mhm. Et du coup, il a rencontré aussi en parallèle Wim Wenders sur ce film, donc Nick's Movie, qui en fait raconte les derniers jours de la vie de Nicolas Ray. C'est ça. Et ouais, en fait, il s'est vraiment, en parallèle donc de Permanent Vacation et de ses études, incrusté et intégré donc à toute cette scène new-yorkaise. Notamment du coup la scène punk, rock et un peu jazz. Enfin voilà. Même du coup, donc son premier film, Permanent Vacation, c'est un film qui vraiment pose les bases de son cinéma. On va retrouver un peu enfin, le personnage jarmuschien existe dès là en fait. C'est ce personnage un petit peu dandy qui est une manière, tu sais, un peu de pas vraiment habiter aussi le monde qu'il aime, enfin, dans lequel il vit. Tu vois, et c'est ce personnage-là, en fait, donc le personnage du coup de Permanent Vacation, qui va vraiment infuser sur tout le cinéma de Jarmusch par la suite. C'est ça, en fait, c'est les personnages de Jarmusch, on les a souvent associés à des marginaux, en fait, des personnages errants qui errent du coup dans les films de Jarmusch sans vraiment d'objectif clairement défini, en fait. Et c'est, je pense, aussi dû au fait que lui-même, Jarmusch, se définissait comme, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, c'est le cas aussi, comme quelqu'un, comme un marginal, en fait. Il Mhm. l'a toujours été d'un certain point de vue. Enfin, je pense par exemple dès sa jeunesse, parce que du coup Jim Jarmusch il est né avec une maladie, je sais plus c'est quoi le nom de la maladie, mais en gros il avait les cheveux blancs très tôt en fait, très tôt quand il était jeune. Donc je pense que ça l'a tout de suite beaucoup marginalisé en fait quand il était au collège par exemple. Donc c'est ce qui explique en partie cette passion en fait pour des personnages errants quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, bah, c'est des personnages qui n'ont pas vraiment d'objectif, tu vois, c'est des personnages qui travaillent pas. Vraiment, c'est un cinéma de l'errance, tu Ouais. vois. On va être pas du tout Enfin, en fait, on est vraiment dans de l'anti-spectaculaire. En Et l'occurrence, dans Permanent Vacation, c'est un personnage qui du coup erre dans un New York marqué par la crise économique de la fin des années 70. Donc c'est un New York qui est très très sale, un New York brut en fait. C'est vraiment filmé sans aucun artifice en fait, comme tu l'as dit. bah, c'est pour le coup, moi, c'est un truc moi, qui m'a frappé quand je l'ai revu. C'est le même New York que dans Mrs. pardon, 45 d'Abel Ferrara. C'est la même manière de filmer, on retrouve Ouais. les mêmes rues, c'est vraiment hallucinant, c'est un film. Pourtant, genre, c'est deux films qui sont sortis la même année, qui sont sortis en même temps, tu vois. Presque un peu, à certains moments, presque un peu post-apo en fait. T'as l'impression que c'est un New York qui a été ravagé par une guerre. Enfin, tu vois, cette manière de. Il y a une scène notamment dans Permanent Vacation où le personnage il se balade dans des ruines, Mhm, littéralement, mhm. des ruines de bâtiments. Enfin, il y a vraiment ce- cette manière de filmer de manière brute en fait. Tu sais, on est vraiment hyper. Enfin, c'est un cinéma aussi qui est extrêmement terre à terre, tu vois. Il n'y a pas du tout d'envolée lyrique. Tu vois, la caméra est toujours à ras du sol, dans un cinéma qui est extrêmement pesant, tu vois, extrêmement lourd aussi du coup, à porter et à regarder. Ouais, il y a vraiment une volonté en fait de privilégier la sincérité plutôt que la virtuosité technique et également la liberté artistique plutôt que le conformisme, par exemple. Et puis oui, voilà, moi, les univers de Jim Jarmusch, je trouve, c'est des univers qui sont un peu dépouillés de sens, presque
parfois vide, mais je dis pas ça dans le sens péjoratif du terme, hein. Je dis ça justement au contraire, je trouve ça vachement intéressant en fait ce rapport qu'il a par rapport au cinéma de l'époque, aux intrigues traditionnelles et au spectaculaire de manière générale. Jarmusch est un passionné de poésie, de culture, parce que voilà, le mec vient, et c'est un peu une sorte de mixage, on va dire, de plusieurs cultures. Il a énormément voyagé, donc comme on l'a dit, et il a une vraie passion justement pour le surréalisme. Par exemple, lui-même dit ouvre les possibles, donc le surréalisme, ouvre les possibles par la dialectique des choses qui sont triviales ou fantastiques. Lorsqu'on les réunit, on ouvre de nouvelles portes de l'imaginaire. Et par exemple, donc c'est quelque chose qui va énormément se répercuter dans ses goûts cinématographiques. Par exemple, à ce moment-là, c'est là qu'il découvre le cinéma de Buñuel, qui est un cinéaste qui l'a vraiment profondément marqué et vraiment imprégné en fait. Et puis cet attrait pour la poésie, ça explique aussi ce goût qu'il a aussi pour les variations et pour les répétitions dans ses films. Les films de Jarmusch, c'est des films qui sont extrêmement répétitifs en fait, qui sous forme un petit peu parfois de boucles. Je pense notamment par exemple, bon ça sera plus tard, mais Night on Earth, où c'est genre 4 personnages différents dans un taxi la nuit. Il y a aussi de Limit of Control, où genre le personnage principal du film fait toujours la même action, c'est-à-dire attendre qu'un personnage arrive, s'assoit à côté de lui. Enfin, il y a cette idée en fait de répétition constante en fait. Mais plus simplement, moi je le retrouve vraiment dans absolument tous ces films. Justement, genre cette idée de répétition est dans tous ces films, je trouve. Enfin, je veux dire, à l'exception peut-être de Dead Don't Die, et à la limite de Les Lovers, quoique, tous ces films se basent justement sur une répétition. Même un peu le film dont on va parler aujourd'hui, Deadman. Bien sûr, non, mais Deadman c'est évidemment ça. On va être du coup dans une succession limite de sketchs. Et un film comme Done by Law, c'est la même chose. Night on Earth, c'est évidemment. Broken Flowers, c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, tous ces films ont pour thème la répétition des mêmes gestes encore et encore et encore. Et ce jusqu'à Father, Mother, Brother and Sister. Et c'est bien que ces films à Jarmusch ils pourraient être qualifiés de films surréalistes. Jarmusch il se définit pas comme tel en fait. Il le dit, il se contente d'observer les choses à un niveau extrêmement naturaliste. Et c'est peut-être là aussi la clé du cinéma de Jarmusch, c'est la question est-ce que les films de Jarmusch sont des films naturalistes? Je sais que c'est souvent compliqué en fait de définir ce qu'est réellement le naturalisme, mais là en l'occurrence dans le cas de Jarmusch, on peut le dire, c'est la plupart de ces films empruntent souvent au naturalisme. Ouais, ça emprunte au naturalisme, mais je sais pas vraiment si ça en est. Justement, pour moi, je vais du coup les qualifier de films surréalistes en fait, parce qu'ils vont prendre le moindre petit truc un peu naturaliste qu'on va avoir dans ces films, tu vois, mais pour vraiment justement venir l'épuiser et en presser le jus, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, par exemple. Encore une fois, sur Deadman, pour rester dans notre thème principal, c'est pas du tout un cinéaste qui va montrer tu sais, par exemple, si on prend la petite communauté au début, donc la ville, il va pas du tout montrer les tenants et les aboutissants de cette communauté. Mais en fait, il va vraiment en venir en venir gratter la croûte qu'il y a sur le dessus. Et en fait, c'est cette croûte-là qui va lui permettre de construire son film. Et du coup, pour revenir à Permanent Vacation, du coup, c'est un film qui va recevoir quand même des critiques plutôt positives, malgré son tout petit budget, et qui va être présenté dans plusieurs festivals. À partir de là, la carrière de Jarmusch, elle débute, et elle va continuer elle va continuer en 1984 avec son deuxième film, Stranger Than Paradise, qui va vraiment marquer un tournant décisif en fait, et qui va c'est à partir de là en fait que Jarmusch il va vraiment s'imposer comme l'une des figures de proue du cinéma indépendant américain. Ouais, c'est ça tout à fait. Et donc c'est à la fois un film qui va, donc comme on l'a dit, poser un tournant dans la carrière de Jarmusch, déjà parce que là il avait fait de la musique pour Permanent Vacation. À partir de là, il ne refera plus la musique jusqu'à extrêmement récemment. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais Jarmusch il avait aussi un groupe de musique. C'est ça, qui s'appelait premier groupe de musique. Ah, il en a eu plusieurs? Bien sûr, il y en a eu un deuxième par après. Parce que le premier, c'est The Del Byzantines. C'est ça. ça. Et voilà. Et voilà. Et du coup, là, la musique de Stranger Than Paradise est composée par une de ses plus belles rencontres, lui-même le dit, des années 70, c'est John Lurie. John Lurie, c'est un musicien
et un peu artiste, un peu dandy, pareil, new-yorkais. Et en fait, sa rencontre avec Jarmusch a été aussi du coup une source de collaboration hyper prolifique. Et donc, cette collaboration a commencé sur Strangers in Paradise. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de Strangers in Paradise? Alors, c'est un film qui est, comment dire, bah, c'est dans la lignée en fait de Permanent Vacation, on peut le dire clairement. Enfin, il poursuit ce qu'il a initié dans son premier film, Mhm. en poussant le truc encore plus loin. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Stranger Than Paradise, c'est en fait c'est les personnages. Enfin, c'est des personnages qui pour le coup sont extrêmement vrais. Enfin, le personnage du cousin, tu sais, c'est un personnage qui est Mhm. à la fois extrêmement détestable et en même temps très attachant. Et c'est quelque chose qui va se répercuter en fait dans tous ces films par la suite, en fait, le côté enfin, des personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs, en fait, qui sont vraiment nuancés pour le coup. Et moi, c'est pas un de mes films préférés de Jarmusch, mais c'est un film qui est extrêmement intéressant quand tu commences à t'intéresser à son cinéma et à découvrir un peu le début de sa carrière, quoi. Mhm. Bah, déjà, en fait, moi, il y a. Enfin, oui, c'est aussi en fait un des films qui va vraiment finir de poser les bases du coup du cinéma de Jarmusch. Déjà, par exemple. Encore que je trouve que ce sera plus le cas de son troisième film, Done by Je Law. suis pas tant d'accord. Et je vais expliquer pourquoi. Déjà, il y a vraiment ce goût pour la langue, tu vois, déjà, parce que le personnage principal, qui s'appelle Willy, il est d'origine hongroise, tu vois. Ouais. Et donc, déjà, il s'appelle Willy d'origine hongroise. En fait, on comprend petit à petit qu'en fait, c'est un pseudo. Déjà, il y a ce truc de. En fait, il va prendre la langue, tu vois, la langue au sens parlé de la langue, tu vois, et s'amuser à un peu la mélanger. Tu vois, il va prendre des personnages qui parlent pas la même langue et les mettre un peu un peu les confronter en fait dans des situations. Et déjà, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ces films. Euh, Même ce côté un peu moment de vie, parce que le film est en trois parties. La première partie, je crois que ça s'appelle The New World. La deuxième, je crois que c'est One Year Later, si je dis pas de bêtises. Et la C'est ça. troisième, c'est Paradise. Et en fait, même les personnages arrivent dans le film, ils ont déjà tout un bagage de vie, de culture d'avant ça. Et au moment où le film se finit, on se doute bien que leur histoire n'est pas finie. Donc, encore une fois, il y a vraiment ce truc de moment de vie, d'errance, il se passe pas grand chose, mais en fait, on va accepter de juste prendre le temps de suivre ces personnages. Et c'est la première fois que Jarmusch l'expérimente à ce point, et ça va se retrouver dans son cinéma juste après. Et puis il y a aussi un truc qu'on retrouvera effectivement dans son cinéma par la suite et aussi dans Dead Man, c'est cette thématique en fait du rêve américain, l'illusion du rêve américain, le paradis, hein, c'est ça le paradis Mhm. du titre en fait, c'est le rêve américain pour du coup cette jeune hongroise, donc la cousine du personnage principal qui arrive à New York, c'est ça, Mhm. alors c'est pour des vacances, je Donc, crois. on comprend pas trop. Ouais. En même temps, on se doute bien qu'il y a un petit souci d'argent. Mais oui, c'est pour des vacances, ouais. Enfin, ouais, pas vraiment pour des vacances. Mais bref, on sait pas trop. On Ouais. comprend pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a tout de suite un imaginaire en fait quand elle arrive à New York, aux États-Unis, par rapport à le mythe américain. Et en fait, très vite, Jarmusch, il va montrer une Amérique plate, vide et sans promesse. En fait, loin du mythe de la réussite qu'on nous vend, notamment à l'époque, enfin à l'époque non plus trop, mais dans le western américain. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Deadman, quoi. Bien sûr. Et ouais, du coup, Deadman. Et du coup, pardon, Done by Law, excuse-moi, qui est son troisième film, donc, sorti 2 ans après, en 86. Et ouais, moi je pense que c'est son premier gros chef-d'œuvre, Done by Law. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que, comme pour ces deux autres films, donc ces deux anciens films, Done by Law, c'est aussi un film en noir et blanc. Mhm. Et alors que, comme tu l'as dit, c'est un film qui est un peu plus. Il y a un peu plus de budget. J'ai pas le budget en tête de Pas Done du by Law. tout, pas non plus. Mais pour le coup, il aurait pu le faire en couleur. Et c'est très intéressant, en fait, ce rapport qu'a Jarmusch au noir et blanc. Mhm. Ça lui vient d'ailleurs d'un de ses meilleurs amis, qui est Samuel Fuller,
qui était aussi réalisateur, immense réalisateur américain, dont on vous conseille de vous intéresser à sa filmographie. Et c'est un réalisateur qui va exercer une influence non négligeable sur Jarmusch, qui va beaucoup l'inspirer en fait. Et il le dit dans un podcast qu'on a écouté il n'y a pas longtemps, que Fuller disait notamment « La vraie vie est en couleur, mais le noir et blanc est plus réaliste ». Je trouve ça intéressant, et c'est peut-être de là que vient aussi cet attrait pour Jarmusch du noir et blanc, Ouais, bien sûr. Même avec ce qu'on a dit aussi à côté de ce truc de montrer l'Amérique d'une autre manière, montrer la vacuité de la vie et tout ça. Même juste, déjà, je pense qu'il faut pas vraiment sous-estimer aussi le côté un peu, tu sais, ce côté un peu arty, indépendant, de regardez, je fais pas comme tout le monde et je fais un film en noir et blanc. Je pense que c'est pas trop à mettre de côté. Parce que Jarmusch aussi aime avoir cette posture de je joue un personnage. C'est quelque chose qu'il a toujours eu, c'est quelque chose qu'il a toujours fait, et ça se ressent aussi dans son cinéma. Donc oui, évidemment, il y a tout ça. Même moi, sur Deadman, j'ai aussi parlé du noir et blanc par rapport à quelque chose. Mais il y a une énorme part de un petit peu prouveur, hein, de regardez, moi je fais un film en noir et blanc qu'on est en 86, je fais pas comme tout le monde. Un petit peu, ouais. Mais c'est quelque chose qui est marrant, moi j'aime bien, ça me fait rire. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas que ça. Et ouais, c'est ça, bien donc, sûr. Bien parce sûr. que Dieu sait que voilà, maintenant il y a des gens qui sont prouveurs, mais ils ont que ça pour eux en fait. Je ne citerai pas de Notamment film. nous avec ce podcast. Et ouais, du coup, moi, Don Bailo, c'est un film. Moi, c'est un de mes films préférés pour le coup de Jarmusch. Parce moi, que... c'est mon préféré de Jarmusch. Ouais, ça se tape avec Deadman. Bon, on va pas faire des classements, mais. Mais non, mais c'est. Moi, déjà, c'est un film qui, pour le coup, m'a fait extrêmement rire. C'est tout bête, mais faut bien revenir à des choses essentielles dans le cinéma. Et pour le coup, Don Bailo, c'est un film qui me fait rire. Vraiment rire, notamment dû à la présence de Roberto Benigni, qui, je sais que je suis pas fan de sa carrière de réalisateur, mais en vrai sa carrière d'acteur, elle est quand même, ça va, genre. Moi, j'ai une bonne tête, moi j'aime bien. Ouais, non mais je le préfère en tant qu'acteur que réalisateur. Moi aussi. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais voilà, c'est. Mais ouais, voilà, donc Don Bailo, c'est un film qui est caractérisé notamment par beaucoup de plans séquences, beaucoup plus que dans ses autres films. Et puis, encore une fois, un montage très contemplatif, très musical aussi. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, et il y a beaucoup de scènes en fait qui m'ont marqué dans Don Bailo, notamment la fin que je trouve magnifique. C'est clair. Cette fin où les deux personnages se séparent et tout ça. Encore une fois, il y a un côté, on peut le dire, un peu prouveur dans le film, mais d'un autre côté, je trouve il y a une certaine simplicité, une simplicité dans, pas forcément dans la mise en scène, mais dans la manière d'aborder les personnages, dans la manière d'aborder par exemple le personnage de Benigni, qui est quelqu'un qui prend un peu la vie du bon côté tout le temps, contrairement à ses deux comparses de cellule en fait. Je trouve il y a vraiment ce côté genre j'ai un peu l'impression que Jarmusch il se reflète beaucoup dans le personnage de Benigni. Bah, il se reflète du coup chez Benigni, il se reflète énormément aussi chez Laurie, et aussi énormément chez Tom Waits, tu vois. En fait, ces trois personnages combinés en un seul, ça ferait Jarmusch. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, même dans sa cellule, c'est ce que lui dit en fait. Cette cellule où ils sont tous les trois enfermés, où ils scream, I scream, comme on dit. C'est un peu dans son cerveau, il y a ces trois trucs comme ça qui se baladent, quoi. Et déjà, moi, Don Bailo, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre pour plein de raisons. Déjà, cette idée géniale t'en as un qui galère avec l'anglais, tu vois. Moi, ça, je trouve ça trop bien comme idée. Parce que, juste, il a du mal à parler anglais. Et en fait, ils ont du mal à se comprendre. C'est une idée qui est toute bête, mais qui fonctionne terriblement bien. Même, tu as parlé de la fin, mais en fait, cette façon dont du coup, les personnages comme ça s'écartent, et en fait, leur histoire est pas finie. C'est un peu comme du coup dans Strangers in Paradise, où on est au milieu d'une histoire. Tu vois, au début, quand on a du coup Tom Waits qui se balade dans la Nouvelle-Orléans, il est là, il est en train de mâcher. On comprend pas trop qui est ce mec, on comprend pas trop ce qu'il fait là. Tu vois, c'est ça aussi que vraiment j'adore dans Don Bailo. Et évidemment, du coup, avec des trouvailles visuelles assez dingues. Et ouais, enfin, comme tu l'as dit, ouais, c'est aussi un film qui est rempli d'humour. C'est un film qui est à la fois dans lequel on se sent bien, mais c'est un film qui vraiment, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, je trouve, Don Bailo. On peut dire que là, Jarmusch, avec ce film, il s'est vraiment trouvé, et il va vraiment en fait insuffler tous les ingrédients qu'on vient de dire dans
dans ses prochains films, son prochain film, Mystery Train, en 89, premier film en couleur d'ailleurs de Jarmusch, et par la suite, du coup, 92, Night on Earth, qui sont deux films. Night on Earth, qui est un film entre guillemets à sketch, c'est-à-dire donc 5 oui, pardon. 5 chauffeurs de taxi dans 5 villes différentes de la planète. Ouais, tout à fait. Bah, c'est Los Angeles, New York, Paris, Rome et Helsinki. Non. Si Oui, si, oui. c'est ça. Et voilà. Et du coup, Helsinki. Helsinki, j'ai dit quoi? T'as dit Helsinki. Bon, c'est pareil. Désolé. Et ouais, et du coup, en fait, oui, c'est un film à sketch. Et c'est son premier vrai film à sketch, entre guillemets, officiel. Même si, encore une fois, on l'a dit, mais Don Bailo est composé de 3 segments. Strangers in Paradise aussi, et Mystery Train aussi. Mystery Train, c'est aussi un film à segments, tu vois. Mais voilà, c'est son premier vrai film à sketch, avec, encore une fois, un casting assez hallucinant. Entre autres, Gina Rowlands. La grande Gina Rowlands, hein, moi, je suis complètement amoureux. Winona Ryder, Giancarlo Esposito, Rosie Perez, Isaac de Bancolé. Sa première collaboration avec Isaac de Bancolé, ils vont énormément rejouer ensuite ensemble. Béatrice Dalle, Benigni toujours, ou alors même du coup il y a Matti Pelonpa, qui est vraiment quelqu'un que j'adore. Et puis dans Mystery Train, il y a aussi des acteurs non, Steve Buscemi, bien sûr, entre autres, qui va rejouer plusieurs fois avec Jarmusch. Mais ouais, en fait, c'est à partir de là, on sent que pour le coup, là, Jarmusch, il a gagné en réputation. Et en fait, c'est à partir de là qu'il a vraiment accès à pas mal d'acteurs connus qui reviendront souvent jouer chez Jarmusch. C'est un peu un cinéma de potes. C'est qu'en fait, il va pas non plus tourner avec des immenses stars, sauf à des rares occasions, comme Deadman. Mais par contre, à chaque fois qu'il va tourner avec des acteurs, ils reviennent avec plaisir. Sauf les acteurs de Deadman. Et voilà. Parce que c'est vrai que souvent les acteurs qui ont joué pour Jarmusch ont souvent dit que c'était des tournages qui étaient hyper fun, pas prise de tête et tout. Je pense que ça doit être un vrai plaisir pour beaucoup de jouer dans un film de Jim Jarmusch, et c'est pour ça qu'on les retrouve assez souvent, quoi. Même encore aujourd'hui avec des acteurs comme Tilda Swinton ou encore Adam Driver, pour parler de films un peu plus récents de Jarmusch. Mais voilà, même par exemple, du coup, là, pour Father, Mother, Brother and Sister, c'est bon, j'ai réussi, j'avais lu donc une interview de Tom Waits qui racontait que pour son segment, qui doit faire 40 minutes dans le film final, mais ils avaient tourné plusieurs dizaines d'heures de rush, quoi. Et en fait, c'est juste, ouais, vas-y, on tourne pendant longtemps et après, on voit ce qu'on peut prendre au milieu. Et moi, j'aime bien cette manière-là de penser les tournages. Et donc, par la suite, après Night on Earth... Donc là, on est en 91. Et on va devoir attendre 4 ans pour avoir son prochain film. Et donc, son prochain film est le sujet de notre épisode. Avec cette longue intro, on va pouvoir enfin en parler. Donc le projet de Deadman, il naît au début des années 90, donc avant que sorte Night on Earth, lorsque Jim Jarmusch souhaite réaliser un film plus ambitieux, tout en restant fidèle à son indépendance et à son style. Il va du coup concevoir en fait donc Deadman comme une sorte de déconstruction du western classique, en proposant une vision sombre, à la fois sombre, poétique et anti-héroïque de la conquête de l'Ouest et des westerns traditionnels que lui-même a apprécié en fait dans sa jeunesse. Ouais, ça. Évidemment, le personnage s'appelle William Blake. Et parce que Jarmusch a beaucoup lu William Blake dans sa jeunesse. Et justement, c'est un poète qui l'a énormément marqué. Et il voulait aussi, en fait, faire un film qui parlait un peu de l'histoire des États-Unis. C'est quelque chose qu'il avait un peu en tête depuis quelques temps. Et il s'est dit, quoi de mieux pour faire ça qu'un western, parce que c'est le genre qui a le plus parlé et qui parle systématiquement de l'histoire des États-Unis. Et pour le coup, l'histoire coloniale aussi des États-Unis, parce que c'est au centre du récit, c'est les Indiens, du coup, en l'occurrence l'Indien Nobody. Et donc le scénario, il va s'inspirer de la poésie de William Blake. Pour le coup, j'ai vite fait lu quelques poèmes de William Blake, et effectivement, on retrouve beaucoup
Enfin, moi, je sais que quand j'ai lu des poèmes, je visualisais en fait, les plans, en fait, certains plans de Deadman. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la poésie, justement, de Blake est une poésie, justement, hyper flottante, tu vois. C'est quelque chose de très, très languissant, qui va vraiment, en fait, pendant que tu lis cette poésie-là, instaurer son propre rythme. On est vraiment dans l'esprit de William Blake à un peu voyager, flotter. Parce qu'évidemment, William Blake est quelqu'un qui a énormément pris de drogue même dans sa vie. Et ça se ressent même du coup dans sa poésie. Et justement, c'est tu sais, cet effet un peu de trip, mais en même temps de voyage. En même temps, c'est pas vraiment un voyage parce qu'en fait, on bouge pas. C'est un peu de voyage intérieur, de forme géométrique. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le film. Bah ouais, c'est complètement ça, Deadman en fait, hein, C'est tu l'as ça. bien résumé. Et donc Jarmusch, il va de nouveau choisir de tourner son film en noir et blanc. Malgré la reconnaissance qu'il a à cette époque, le financement du film reste un peu délicat. Il va du coup reposer en partie sur des coproductions européennes. Je crois qu'il est coproduit par la France, il me semble. Ouais, c'est ça. Par l'Allemagne aussi. Mhm. Et par le Japon. Ouais. Et au niveau du casting, il fait le choix, pour le coup, de Jarmusch, là, pour le coup, de prendre un acteur assez connu, très connu à l'époque. Toujours aussi, toujours, toujours aujourd'hui. Hein, voilà, bien sûr. Un peu moins quand même. Hein. Ah, quand même, mec, quand même. Johnny Depp, du coup, alors au sommet de sa popularité, Ouais. parce que ouais, le Johnny Depp des années 90, Bon, c'est abusé. Hein, ouais. Ouais. Bah, je veux dire, alors là, du coup, j'ai la filmographie devant les yeux. Le mec a enchaîné Les Griffes de la Nuit, Platoon, Cry Baby de John Waters, qui est quand même un sacré film, Édouard aux mains d'argent, Arizona Dream, Benny and June, Stuff, qu'il a lui-même co-réalisé d'ailleurs, Ed Wood, c'était quand? juste après. Ouais. Gibber Grape, Ed Wood et Deadman. C'était quand même une sacrée filmographie. Hein. Mais en vrai, beaucoup, une filmographie, c'est très ancré dans la scène, comment dire, le cinéma. C'est pas du cinéma populaire américain. Enfin, tu sais, tu prends le cas, par exemple, de Burton. Burton est quand même beaucoup moins connu à cette époque que maintenant. Bah ouais, il en est au début quoi. Ouais, voilà. Il en est au début, c'est encore un peu un cinéaste indépendant, Ouais, voilà. avant qu'il vende son cul à des studios. Et je veux dire, oui, voilà, évidemment, genre le mec, son 4e film, il a tourné avec John Waters, qui est, bon, évidemment que quand on voit Cry Baby, c'est un John Waters bien plus édulcoré, bien plus gentillet, on est beaucoup moins dans du rentre-dedans, dans de la provoque que ce qu'il faisait juste avant, mais ça reste quand même un film assez vénère et qui justement, dans l'histoire du cinéma américain, est vachement intéressant, parce qu'il sort au tout début des années 90, je crois même qu'il sort au mois de janvier, tu vois, et le fait que justement Johnny Depp fasse ce choix d'un cinéaste comme ça, et justement de ce film, un film comme ça, qui est vraiment le film qui l'a fait exploser, c'est pas rien. Et genre ça dit beaucoup sur la carrière qu'avait Johnny Depp à l'époque. Et ouais, ça, sur la C'est place. pareil, c'était un peu avant qu'il vende son cul au studio, hein, à Disney notamment. Johnny Depp, ça arrive bien après ça. Oui, au début des années 2000, quoi, avec Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, avec Pierre des Caraïbes, avec des films comme From Hell par exemple. Ouais. Ou alors Desperado 2, ça c'est compliqué ça. Il avait tourné aussi avec Polanski dans les années 90, La La 9e porte. Ouais, c'est ça. Je sais plus c'est quand exactement. C'est 99, la 9e porte, je crois. Ouais. Mais du coup, voilà, donc Johnny Depp au sommet de sa popularité et Gary Farmer également, donc acteur pour le coup, acteur amérindien, c'est important de le noter, Jarmusch en fait il va travailler étroitement avec lui pour éviter un peu les clichés et donner une parole à la fois singulière, ironique et critique vis-à-vis des peuples autochtones de l'époque. Parce que en fait on va en parler, mais c'est ce qui fait en fait j'ai envie de dire tout le sel du personnage dans le film, c'est que c'est un peu un faux indien en fait, Nobody. Ouais, c'est ça. Mais alors déjà, il y a un truc, moi, que je trouve... c'est une anecdote assez intéressante. C'est que donc, les Indiens qu'on voit donc, dans Deadman, dans le film, c'est les Makas. Et en fait, Gary Farmer est un Cayuga, pardon. Et en fait, c'est pas du tout le même dialecte. C'est pas du tout la même langue. Et ce qui fait qu'en fait, pour parler le Maka, il a appris son texte en phonétique. Ok. Voilà, en fait, il comprend pas du tout ce qu'il dit. Et
donc maintenant, du coup, dans les versions restaurées qu'on a de Deadman, on a les sous-titres pendant les moments où ça parle en amérindien. Il n'y a pas tant de moments que ça, je trouve. Oui, mais sauf que du coup, à l'origine, d'accord, et c'est quelque chose du coup qui a été changé avec les restaurations, pour ça qu'il ne faut pas toujours trop restaurer les films. Mais du coup, à l'origine, quand le film sort en 95, tous les passages en amérindien ne sont pas sous-titrés. Et ce qui fait que donc, le spectateur ne comprend rien à ce qui se dit, parce que, à moins qu'on parle maca. Et l'acteur non plus. Voilà, mais du coup, il n'y a aucun des acteurs qui ne comprennent. Ouais. Et en fait, c'est juste, du coup, on a juste des acteurs qui sont devant la caméra et du coup, qui disent des onomatopées. Parce que, or oui, ça veut dire quelque chose, mais vu qu'il n'y a aucun des acteurs qui se comprend, en fait, ça donne un ton extrêmement particulier au film, qu'on perd un peu, du coup, dans les versions. Maintenant, on a les sous-titres, je trouve. Et d'ailleurs, du coup, j'ai une dernière petite anecdote sur la genèse de Deadman. C'est donc, le film est donc distribué par Miramax. Et donc, Harvey Weinstein a donné un peu d'argent, du coup, pour le film. Sachant qu'encore une fois, Miramax, à l'époque, je veux dire, c'est la société de distribution où 80% des cinéastes américains des années 90, c'est l'écurie Miramax. Qui a fait exploser Tarantino, en partie. Tarantino, les frères Cohen, enfin, je veux dire, voilà, il y en a plein, tu vois. En gros, Harvey Weinstein avait dit à Jarmusch, ok, c'est ton premier film de studio. Par contre, tu sais très bien comment ça se passe à la maison, t'auras pas le final cut, et après, une fois que t'auras fini ton film, moi je vais le prendre, je vais le remonter moi-même, et pour en faire le film que je veux. Et là Jarmusch a fait péter un câble, et il lui a dit, mais mec, tu te prends pour qui et tout ça, si jamais, moi j'ai pas le final cut, je me barre, et du coup Johnny Depp a dit, si jamais Jarmusch il se barre, je me barre aussi, et en fait tout le monde a dit pareil, et du coup il a fait en mode, tiens Jarmusch, je te laisse le final cut. Je trouve l'anecdote un peu rigolote. Et puis c'est toujours marrant de taper sur Weinstein. Bien entendu. Est-ce que tu nous ferais pas un petit synopsis ? Ouais, avec plaisir. Donc Deadman, donc le film suit William Blake, on l'a dit, un jeune comptable naïf qui voyage vers l'Ouest américain à la fin du 19e siècle pour un emploi promis. Arrivé sur place, il découvre que le poste n'existe plus. Après une série d'événements violents, il tue un homme presque par accident et devient un hors-la-loi recherché. Grièvement blessé, il fuit dans la nature sauvage où il rencontre alors Nobody, un Amérindien marginal qui croit que William Blake est la réincarnation du poète anglais du même nom. Nobody décide de l'accompagner dans un voyage initiatique vers la mort. Tandis que des chasseurs de primes les poursuivent, Blake et Nobody s'enfoncent de plus en plus dans la forêt, se détachant progressivement du monde des vivants. Très très bon synopsis. Merci, c'est moi qui les écris comme d'habitude. Le mec est modeste. L'homme est un être lent qui n'est possible que grâce à des vitesses fantastiques. J'avais un peu envie de commencer par cette citation, donc c'est Gilles Deleuze qui cite un passage de Michaud, parce que je trouve que c'est une citation qui résume à merveille Deadman. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, parce que Deadman commence par une citation de Michaud aussi. Ouais, aussi. Donc, comme ça, on fait un peu des ponts, c'est toujours rigolo. La citation, c'est il est toujours préférable de voyager avec un homme mort. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et déjà, évidemment, c'est un film qui entretient des liens extrêmement serrés avec la poésie. Parce que c'est un film, justement, qui se veut poétique. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, concrètement, un film poétique ? C'est un film qui va distribuer, poser des formes, tu vois, sans linéarité. Moi, c'est ça. Moi, c'est la manière que j'aime bien pour définir un film dit poétique. Et je trouve vraiment que Deadman, c'est ça. Parce que cette chose, justement, de la linéarité, c'est vraiment... c'est à la fois inhérent, du coup, au cinéma de Jarmusch, mais c'est aussi, dans Deadman, c'est un film qui est purement l'expression de ça. Par exemple, au début, quand on a donc Blake qui arrive dans cette ville, il y a cette espèce de long travelling avant, avec tous les personnages comme ça qui vont le regarder, tu vois. D'ailleurs, on va retrouver exactement la même scène quand il arrive dans le village indien à la fin. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dès le début du film, dans la scène avant le générique, donc dans le train, où pareil, il est dévisagé en fait par toutes ces personnes qui sont dans le wagon avec lui. Ouais, ça. Mais voilà, en fait, pourquoi est-ce que je parle de cette scène-là ? C'est que il arrive comme une ligne, tu vois. C'est une ligne de train, c'est la ligne d'un travelling. En fait, il arrive vraiment comme des lignes. Et en fait, tout le film n'est que comment est-ce que ce personnage-là va réussir à se détacher de ces lignes-là, à partir sur les côtés, tu vois, à partir sur les côtés, à faire des cercles. Moi, c'est ça, vraiment,
pour moi, le grand thème de Deadman. C'est comment est-ce qu'un personnage qui est conditionné à être dans des rails, à être sur des lignes droites, va aller dans des cercles. Déjà, ça passe dans un premier temps parce que tu sais, quand il tombe de la fenêtre, tu sais, quand là il tue le mec, enfin non, tu sais, quand il est dans le saloon et il se tape et tout avec un mec et qu'il se retrouve par terre dans la boue et que là il va voir la fille, le premier réflexe qu'il a à ce moment-là, c'est de regarder le ciel, tu vois. Déjà, c'est des étoiles qui sont magnifiques et qui Il y a sont une étoile filante en plus. étoiles filantes, exactement. Et surtout, c'est complètement artificiel. Et Mm. c'est le premier moment où le film est à fond dans l'artificiel, dans le faux. Et c'est justement le premier point de bascule pour le personnage pour aller vers cette spiritualité et vers cette manière un petit peu de naviguer à travers les choses. Pour appuyer ce que tu as dit et pour lancer un petit peu cette analyse, j'ai écrit vite fait un petit texte qui parle notamment du début de ce film. Dans Deadman, Jim Jarmusch met en scène moins une fuite qu'une lente initiation à la mort. William Blake n'entre pas dans le récit comme un vivant plein de possibles, mais comme un être déjà en sursis. Dès son arrivée en train vers la ville de Machine, tout indique que le voyage n'est pas géographique mais métaphysique. Ce long trajet mécanique, rythmé par le fracas du métal et la disparition progressive de la nature, ressemble à une descente aux enfers. Blake ne se rend pas quelque part, il est conduit. Dans ce train, un seul homme lui adresse la parole. Grand, maigre, couvert de cendres noires, il apparaît comme une figure liminaire, à mi-chemin entre le vivant et le mort. Fossoyeur, prophète ou ange funèbre, il ne guide pas Blake, mais lui annonce ce qu'il est déjà devenu. Il ne prédit pas l'avenir, il révèle une vérité. Blake est un mort qui s'ignore encore. Ouais, bah c'est intéressant. Même justement, du coup, tu parlais que c'est un personnage justement qui se fait transporter. C'est un personnage qui va à la fois subir, mais en fait, tu sais, qui ne produit rien, tu vois. C'est un personnage qui est constamment transporté. Déjà, première scène du film, quand il est dans le train, à un moment comme ça, il va regarder par la fenêtre, et à un moment, il va voir du coup la Monument Valley. Et c'est le paysage cliché du western. Et le seul moment où on l'a, c'est dans l'intro, tu vois. Déjà, ça à noter. Et justement, oui, en fait, il va se faire complètement balader, transporter, mais en même temps un peu comme le spectateur. Tu vois, c'est un personnage, en fait, déjà, il va passer 90% du film à dormir. Hein. Personnage de pas 90%. Donc là, il y a une énorme partie du film où, du coup, le personnage de Blake est en train de dormir. Il est assis, il n'arrive pas à marcher. C'est ça pendant une grosse partie du film, quand même. Il subit, c'est ce qui rythme le film, en fait, c'est le fait qu'il subit quelque chose dont il n'a pas le contrôle, c'est-à-dire la blessure qu'il a au niveau du torse et qui le fait basculer petit à petit vers la mort, en fait. Ça, il peut pas le contrôler et il le subit constamment. Et ouais, cette idée qui se fait constamment transporter, c'est le cas dans la scène d'introduction, c'est le cas aussi dans la scène de fin, mais ça, bien sûr, on y reviendra. Mhm. Ouais, bien sûr, mais même, genre, c'est aussi tout le film. C'est qu'en fait, c'est aussi un personnage qui a du mal au début à comprendre le monde qui l'entoure, tu vois. C'est un personnage tu sais, au début du film, il est là avec ses petites lunettes, son chapeau, tu sais, son petit costume et tout ça. Et en fait, il a aucun rapport à la spiritualité. Tu sais, vraiment, il y a absolument rien, tu vois, dans ce personnage au début. Et en fait, plus le film avance, plus ce personnage va devenir consistant. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, parce qu'en fait, il devient consistant, plus il se rapproche de la mort, tu vois. Et que, en fait, c'est à la fin, quand il va mourir, qu'il va vraiment pouvoir accéder à cette spiritualité. Il y a un côté dans Deadman très... parce qu'on le sait, Jarmusch, il l'a souvent dit, mais c'est quelqu'un qui n'est pas croyant. Il est athée, Jim Jarmusch. Mais pour le coup, dans Deadman, il y a un côté très spirituel, en fait, très, très religieux presque. Dans le voyage de William Blake, il y a des figures religieuses qu'on retrouve dans le film. Je pourrais en citer quelques-unes. En particulier, là, on n'en a pas encore parlé, mais les trois chasseurs de primes qui poursuivent Blake, et notamment Cole, donc le personnage joué par Lance Henriksen, qui est un peu... on pourrait assimiler à une figure un peu démoniaque, quoi, la figure du mal incarné, du diable en personne, ce mec qui
qui ne rationalise pas du tout la violence, en fait, au point où il bouffe, il est cannibale, en fait, il bouffe ses compatriotes, ses compagnons de fortune, et il n'a qu'une seule idée en tête, c'est retrouver Blake et le tuer. Il y a uniquement ça, c'est uniquement son objectif, en fait. C'est ça. Ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça de ce côté, enfin, toutes ces figures un peu religieuses qui sont parsemées dans le film. Ouais, Même c'est ça. l'idée, par exemple, que Blake, c'est le fait que c'est une épreuve de force un petit peu, Deadman pour William Blake. C'est-à-dire. Tout le voyage qu'il fait avec Nobody, c'est il se confronte en fait à la réalité du monde et notamment à la violence en fait. C'est-à-dire comme tu l'as dit, quand il arrive dans la ville de Machine au début, c'est un personnage qui paye pas de mine. William Blake, il est là, il est petit, frêle, avec ses lunettes et tout ça. C'est le petit comptable et tout ça qui ferait de mal à personne en fait. Et dès le début, il y a ce coup du sort, le fait qu'il tue quelqu'un par accident, alors que, enfin, d'ailleurs, c'est une scène qui est marrante, la scène où du coup il tue le gars qui arrive dans la chambre. On voit que c'est presque littéralement la première fois qu'il tient un pistolet entre ses mains et qu'il utilise un pistolet pour la première fois. Et du coup, il y a vraiment cette idée un peu de coup du sort qui lui tombe dessus et qui va du coup il va du coup se confronter en fait à ses propres démons, en fait, ses démons intérieurs. Ouais, c'est ça. Et même justement, du coup, tu parlais de démons intérieurs. Et donc, oui, en fait, c'est un film qui a une. Qui entretient pardon, un lien très très étroit avec la religion. Par exemple, il y a cette phrase que dit Nobody à un moment qui dit la vision de Christ que tu as est la pire ennemie de ma vision à moi. Tu vois. Il dit ça, enfin, c'est un des missionnaires, je crois. Et bah, je veux dire, c'est aussi ça en fait. C'est aussi, enfin, cette phrase, elle représente bien le film. C'est on est tous, en fait, on est tous sous le même Dieu, tu vois. Et on est tous, donc là à la fois c'est Dieu, le Christ, ok, très bien. Mais c'est aussi là, du coup, dans le cadre du film, c'est la mort, dans le sens d'entité qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas saisir et qu'on ne peut que ressentir. C'est aussi la nature, tu vois. Et c'est pas pour rien aussi qu'on est face à un western qui, pendant 80% du film, se passe en forêt et on est au fin fond de la forêt et on s'y avance, enfin tu sais, on s'y enfonce pardon de plus en plus tu vois dans cette forêt. Alors que pourtant le film débute sur, comme j'ai dit avant, sur le train, sur le métal, sur l'industrialisation. Sur le voyage. Il arrive dans la ville qui en plus s'appelait littéralement Machine, une ville qui est surplombée par des cheminées, où il y a des gens les gens dans la rue, ils défigurent Blake, il y a des gens qui baisent aussi, je crois, dans un coin de rue et tout ça. Enfin, c'est le chaos, quoi. C'est l'enfer sur Terre. C'est encore une fois cette idée un peu de se réapproprier le mythe du rêve américain, le mythe de l'industrialisation. Et du western. Et du western, c'est ça aussi, le mythe tu vois. tout court du western. Voilà, c'est ça. Parce que le western est aussi un genre donc qui évidemment a parlé de l'histoire des États-Unis, mais qui a aussi donc qui a aussi vachement aidé justement à construire l'imaginaire américain. Ouais, et qui est très codifié aussi. Bien sûr, non mais je veux dire, dans un premier temps, c'est un genre de cinéma où l'histoire américaine s'est construite autour de ça. Et donc évidemment, là, Jarmusch, il va pas. En fait, je trouve que ça serait pas juste de dire qu'en fait il va modifier, enfin qu'il va retourner les codes du western. Je trouve que c'est pas vrai parce que ça reste un western extrêmement premier degré. Il va pas tant changer les codes en fait. Il va surtout changer ce rapport qu'a le western à l'industrialisation, parce que souvent dans les westerns, l'industrialisation c'est synonyme un peu de vie, entre guillemets, là où dans le film là, la seule ville qu'on voit dans le film, elle est synonyme de mort. Elle est synonyme de mort, de chaos en fait. Je disais plus ça dans ce sens-là en fait, prendre cet aspect-là du western et le détourner et le mettre un peu au goût du jour quoi. Ouais, bien sûr, mais dans tous les cas, en fait, je veux dire, le genre du western donc, est intrinsèquement lié à donc l'histoire de l'industrialisation américaine, évidemment. Et là, en fait, ce que fait Deadman, comme tu l'as bien dit, donc, c'est de prendre ce truc justement de l'industrialisation américaine et prendre ça en fait en tant que base. Là où normalement, dans tous les westerns du monde, ça serait une fin, tu vois. Ça serait la fin en soi.
combien de westerns, combien de mythes, justement, de westerns, raconte l'histoire de la création d'un petit village ou d'une ville, tu vois, avec, on a évidemment ce cliché de, on a l'église, on a l'école, on a le cimetière, tu vois. Et bah là, c'est pas ça, en fait, il va prendre ça comme début de l'histoire, dans le sens où quand il arrive au début dans le village, dans la ville, ça pourrait être une fin de film en soi, tu vois. Le mec a réussi son voyage, ok, Ouais, la très fin bien. d'un western C'est ça, c'est la classique. fin d'un Ouais. western, voilà, le mec, en fait, le mec a déjà voyagé, et là, il arrive. Et en fait, non, c'est que là, c'est que là, Jarmusch nous dit que ce qu'on pourrait méprendre comme étant une fin de voyage, en fait, ce n'est que le début d'un C'est que voyage. le début, ouais. C'est qu'un début d'un voyage, parce que, et cette finalité du voyage, c'est la mort, entre guillemets, mais c'est la mort comme accès à la spiritualité. C'est pas tant la mort en soi. Mais parce que la mort est déjà là dès le début du film, en fait. C'est ça. Et moi, du coup, c'est exactement là où je veux aller. C'est que pour moi, à la fin, quand du coup, le personnage de Blake est sur cette barque, il n'est pas vraiment mort. Pour moi, il n'y a, Non. a pas de mort. Justement, il quitte l'enfer, quoi. C'est ça. Pour il aller quitte l'enfer. vers un autre monde. Ouais, mais plus simplement que ça, je veux dire, c'est un film qui est construit avec énormément de fondu au noir. Tu vois. Ouais, tout le temps. Voilà, c'est un film voilà, qui est découpé en scénettes. Et en fait, Chaque le cœur, non, mais- scénette voilà, est et en fait, séparée, le cœur du film qui est de 20 minutes genre à 1h50, quoi, c'est une succession de scénettes, en fait, de ces trois chasseurs de primes qui poursuivent personne, enfin Nobody et Blake. Et en fait, c'est que des mini-séquences comme ça qui sont facilement interchangeables, tu vois. Nous, en tant que spectateurs, on les assimile de, en fait, la séquence 2 suit la séquence 1, la séquence 3 suit la séquence 2, parce qu'on est habitué à ça et parce que c'est l'ordre dans lequel dans lequel le montage nous le donne. Cependant, je me suis amusé, moi, du coup, à reprendre des scènes, du coup, du coup, Deadman et en fait, à complètement les mélanger. Et en fait, ça change absolument rien, tu vois. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, enfin, dire, comment ça se fait, tu vois. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un film comme ça, qui est vachement flottant, mais c'est un film dans lequel, en fait, les choses, en fait, n'ont plus vraiment de sens. Dans le sens de direction. Je parle pas de... Voilà. Dans le sens où, voilà, il y a un moment comme ça où le film, on comprend pas trop où le film veut aller, on se laisse porter, on est un peu en train de triper, mais... C'est un peu une sorte de road Voilà. movie, mais sans route, en fait. Ouais, c'est ça, c'est même pas... voilà, comme tu dis, c'est pas vraiment de road, enfin, il n'y a pas de Ouais, road y a de pas road de... movie. Ouais. Mais... Et du coup, je me suis dit, mais en fait, non. C'est qu'en fait, comme le film... Enfin, déjà, tu sais, les fondus au noir, à chaque fois, sont timés sur quand le personnage de Blake s'évanouit, tu vois. En fait, ça pourrait que être des souvenirs. Et parce que quand on pense aux souvenirs, on est vraiment... Enfin, tu sais, on se rappelle vraiment que des bribes, que des morceaux. Et là, c'est pareil. En fait, on est en fait dans un film qui est extrêmement souvenir, tu vois. Et en fait, c'est les souvenirs de quelqu'un qui est potentiellement déjà mort. Mais en fait, c'est pour ça que moi, quand je dis qu'à la fin, il n'est pas forcément mort, c'est que, tu sais, on le voit comme ça partir sur cette barque, comme, tu sais, comme Lucky Luke, à la fin de chaque BD, il part sur son cheval devant le soleil couchant. Mais... Et qu'en fait, son histoire est absolument pas finie. En fait, il y a, par rapport à ce que tu dis, il y a cette idée en fait de la forme et le fond du film s'accordent pour former une mise en scène entre guillemets agonisante à l'image de Blake dans le film. C'est ça. Euh, C'est un film qui est extrêmement agonisant, ouais. ouais. Et par rapport au fondu au noir, par rapport au fait que souvent il y a des espaces qui... Enfin, parfois les personnages se mouvent dans des espaces qui ne bougent pas ou inversement comme le train au début, le canoë à la fin. Donc il y a en fait cette idée que... Un peu cette idée que l'immobilité est la destination finale. Et moi je me suis un peu questionné par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce qu'il veut dire Jarmusch? Est-ce qu'il veut dire que d'un certain point de vue... Je sais pas, partir de chez soi, quitter son confort, c'est déjà un peu mourir. Enfin, il y a Je suis peut-être un vraiment peu... pas d'accord avec ça. Non, moi je pense pas. Au contraire, parce que là, ce que dit Jarmusch, justement, c'est que le personnage vit par le fait qu'il a su sortir de chez lui et aller dans son... Et justement, tu sais, sortir de son idéal d'homme blanc américain. Je dis pas que cette question-là, c'est la finalité du film. Je dis, on commence par cette éventuelle question. Parce qu'au début, Blake, il meurt, quoi, au début. Il quitte son confort pour aller vers la ville de Machine. Au final, il meurt. Mais après, oui, on va au-delà de ça. Et effectivement, je suis d'accord. Je disais plus, c'était pas... je parlais pas de ça comme un constat, en fait, à la fin du film. Le constat de Jarmusch, c'est ça, c'est je quitte mon confort, c'est un peu... C'est mourir d'une certaine façon et tout ça. Je disais pas ça dans ce sens-là.
Ok, Mais ok, je ok. suis, mais je suis d'accord ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Hmm. Mais, et puis il y a aussi ce choix, encore une fois, du noir et blanc, parce qu'on pourrait, alors encore une fois, on pourrait dire le choix un petit peu arty, un petit peu, voilà, je fais pas comme tout le monde de Jarmusch, mais c'est quelque chose qui a du sens aussi. Hmm. Le fait de nous présenter un monde où tout est nuance de gris, c'est-à-dire dans l'Ouest américain que nous dépeint Jarmusch, il n'y a ni héros ni scélérats, il y a juste des âmes errantes perdues Hmm. dans le perdus au milieu de leur humanité un peu éclipsée en fait dans ce monde où il y a vraiment cette idée de, encore une fois tu l'avais dit avant, de reprendre les codes parce que le western c'est un genre très codifié, Hmm. reprendre les codes du western parce que on a tous les codes du western dans le film, on a les scélérats, les marshals, les bandits, Hmm. tu vois, Les Indiens, les ouais, Indiens, bien sûr. le Hmm. personnage joué par Robert Mitchum, le riche Hmm. entrepreneur et tout ça. On a tous les codes du western, mais je trouve que souvent les rôles ils sont un peu inversés, tu vois. Hmm. Genre par exemple, on a des malfrats qui sont habillés en habits de marshal, Hmm. alors qu'ils devraient représenter la loi, et à l'inverse, des personnages, des gens honnêtes comme Blake, Hmm. qui sont recherchés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Tu vois, il y a cette idée, encore une fois, de reprendre les codes et de les inverser, mais pas totalement. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant, en fait. Il fait vraiment son western à lui, mais en gardant en tête enfin, on comprend que c'est un genre quand même qui l'affectionne particulièrement. Ouais, Il c'est veut pas ça. tout renverser d'un seul coup. C'est vrai. C'est vrai, et surtout, tu sais, un des codes du western aussi, c'est les fusillades. Tu vois, c'est pion, pion, piou, piou, on tire. Et évidemment, qui dit fusillade dit sang. Ok. Et pour moi, justement, pourquoi est-ce que ce film-là est en noir et blanc, alors que Jarmusch était déjà passé à la couleur avant, tu vois. Pourquoi est-ce que là il revient en noir et blanc? C'est que le sang dans ce film est noir, du coup. Ouais. Il n'est pas rouge, il rend noir. Et en fait, c'est même plus du sang, du coup, c'est de l'encre. Et moi, je vois ça vraiment comme ça. On est du coup dans du noir, donc le fondu au noir, tout ça, ce qu'il y a dans le film. Et aussi, en fait, on est dans l'encre. C'est dans l'encre du coup, que William Blake prend pour écrire des poèmes. Et puis le côté aussi de déshumaniser tous ces personnages, montrer C'est qu'ils ça. sont tous un peu morts en fait, et que C'est du ça, coup bien le sûr. sang n'est plus rouge. Enfin, il y Mhm. a cette scène. Ouais, bah, on voit pas tant de sang que ça, mais il y a cette scène où le personnage Cole, le personnage de Colt, Lance ouais. Mhm. Erickson, il écrase la tête Mhm. d'un marshal C'est par ça. terre. Scène De- ultra vénère, genre qui sort un peu de nulle part, mais qui Oui, est. mais moi je trouve La c'est ce qui scène en est fait la beauté. géniale, ouais. Ouais, bien sûr. Et ça appuie ce truc, ce que tu disais par rapport au sang, C'est ça. évidemment. Et encore plus, du coup, on va être dans cette scène, parce que c'est un personnage, donc il s'appelle Marvin, qui est Ouais, donc tué par Blake. Et en fait, le personnage tombe comme ça, avec la tête au milieu ouais. d'un petit tas de bois. Et en fait, en fait du coup, il y a un top shot comme ça à ce moment-là. Et Ça fait une espèce d'auréole. ça fait du coup une Mm. espèce d'auréole, exactement. Et là, donc, le personnage du coup de Lance Erickson arrive juste derrière et voit ça et dit tiens, on dirait une putain Ouais, d'icône. putain Il dit, d'icône, ouais. voilà. Et déjà, bon, il y a ce truc un petit problème quand même d'appuyer le fait que, ok, mec, on a compris que c'était une icône et tu l'appuies, très bien. Puis appuyer aussi le fait que Lance Erickson, c'est le diable, quoi. Ouais, c'est ça, Il voilà, aime pas. c'est un. Il voit des icônes religieuses, il les écrase avec son pied, tu vois. Il y Voilà, a c'est ce ça. côté. C'est un peu rentre-dedans, un peu putassier, mais quand même, je veux dire, c'est aussi pour ça que Jarmusch a cette réputation d'artiste, au-delà d'être un cinéaste, tu vois. Tu sais, c'est un artiste au sens de, regardez, je fais de l'art, tu vois. Parce que c'est une scène qui a pas grand-chose à faire là. Et en fait, il va juste poser des formes comme ça, et d'aucuns diraient que, ouais, mais ça sert à rien. Moi, je suis pas d'accord, parce que justement, ça ajoute beaucoup, tu vois, au film. Ça ajoute beaucoup, et ça ajoute du charme, ça ajoute de la matière à ce film-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord, mais il y a aussi cette idée de. Le film parle beaucoup en sous-texte de la violence. Hmm. Et j'aime en fait la manière dont la violence est montrée dans le film. C'est une réflexion qu'on s'est faite quand on a rematé le film ensemble. C'est tous les personnages qui meurent d'une manière pas très naturelle en fait, très théâtrale. Genre quand les mecs se prennent une balle, ils tombent pas naturellement, ou quand ils sont égorgés, tout ça. J'aime bien ce rapport qu'a Jarmusch dans le film là avec la violence. Parce que pour le coup, la violence, c'est pas quelque chose qu'il a beaucoup
montré dans ces films. Alors là, je dis peut-être une connerie, mais Non. j'ai pas l'impression, moi, Non, mais si non. j'essaie de me remémorer Non, ces parce films. que même du coup, même dans Ghost Dog, c'est un film justement pareil, Ouais. qui est un film un peu similaire d'ailleurs à Deadman, qui est un peu même sur le même rapport à la violence. Mm. Tu vois, même dans un film par exemple Limit comme. of Control. Même pas tant que ça, parce que ok, c'est un tueur à gages. Mais oui, non, voilà. je suis d'accord, mais dans The Limit of Control, c'est un tueur à gages, mais on le voit jamais tuer. C'est Et la ça. seule fois où on le voit tuer, il tue avec une corde. Une corde, Ouais, c'est ça. enfin bref. Mm. Et Même par exemple, du coup, dans Universe Left Alive, le sang et les surtout. zombies n'ont en fait, pas de Non sang. mais du coup dans l'Universe Left Alive, le sang Ah non, oui, pardon. du coup c'est que Tommy Deston boit, en fait il sert juste à survivre et même si il va acheter ce sang au médecin et tout, Ouais. enfin tu vois c'est Ouais, je pensais que tu parlais de The Dead Don't Die, où là, pareil, les zombies n'ont pas de sang. Ils ont. oui c'est même pas un C'est de la film poudre ouais. noire. Oui c'est ça. Mais je trouve ça intéressant, en fait. D'un certain point de vue, c'est peut-être le film le plus violent de Jarmusch. Et il y a même pas de sang. Et en même temps, ouais, ça veut pas dire grand-chose parce qu'il n'y a pas de C'est ça. sang et parce que les gens meurent bizarrement, en fait. Encore une fois, est-ce qu'il met du rouge ou est-ce qu'il met du sang, Jarmusch. C'est la couleur rouge, enfin c'est Godard. Je propose qu'on parle un petit peu vite fait, parce qu'on l'a évoqué, mais on n'en a pas trop parlé, de l'Indien, Nobody, Ouais. personnage Ouais. central dans le film. Alors, du coup, son vrai nom est Exebesh, qui veut dire celui qui parle fort pour ne rien dire. Tu peux arrêter de flex, s'il te plaît, je vois bien que t'as les notes. C'est quoi le nom il y a un autre nom, on lui donne un autre nom. L'Indien. Non, les Anglais lui donnent un nom quand ils le capturent. J'en ai absolument aucune idée. Voilà, allez. Je sais pas si t'as fait. J'ai pas le nom non plus. Toi, t'as revu le film hier. Mais oui, un Indien qui, on l'a dit, n'en est pas vraiment un, puisque c'est, on a un flashback dans le film, enfin 2 flashbacks où on le voit du coup très jeune, quand il a 10 ans je crois, se faire capturer par des Anglais et du coup être envoyé en Angleterre où il va recevoir une éducation un peu à l'anglaise quoi en fait, et ce qui explique aussi le fait qu'il connaît William Blake, Qui connaissent la langue. qui connaît la langue, il parle anglais, il connaît la poésie, il connaît William Blake. Et puis, après, on nous explique qu'il va revenir, du coup, aux États-Unis, où il va revenir au sein de sa tribu, et en fait, il va être comment dire... C'est un paria. Ouais, voilà, c'est un paria. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui appartient ni au monde des morts, ni au monde des vivants. C'est un personnage qui est un peu entre les deux en fait, qui a perdu toute identité, ce qui explique aussi le fait que on le surnomme Nobody quoi. C'est ça. Et puis ouais, bah, je veux dire, c'est aussi un personnage qui est typiquement jarmuschien parce que c'est un personnage qui est pris entre 2 cultures. Un veux dire, marginal. C'est ça, c'est un marginal, un peu du coup comme Forest Whitaker par exemple dans Ghost Dog, qui est pris entre la culture afro-américaine et la culture du samouraï. C'est un peu donc comme Tom Waits dans Don by Law, pareil, qui est pris entre plusieurs cultures. C'est un peu toujours comme Tommy Dexton dans On Universe Left Alive, qui est aussi pris entre plusieurs cultures. Et comme Jarmusch lui-même en fait. C'est ça, parce que Jarmusch est un peu européen, en même temps il est un peu américain, en même temps il est un peu rien du tout, tu vois. Et du coup c'est pareil en fait pour le personnage de Nobody, qui a un nom anglais, mais en même temps il a aussi un nom du coup indien, mais en même temps personne l'appelle par son nom indien. Ouais, mais c'est même pas ça, c'est juste il est ignoré par tous les personnages du film, hormis Blake. C'est ça, il vit tout seul. Ah si, il y a vite fait une scène où on le voit faire l'amour dans la forêt. Oui, mais même ça, parce que cette scène-là, au début, on croit qu'il couche avec un ours. Non, on croit que c'est un ours. Oui, bah, en fait, non, il a une peau d'ours sur... En fait, on croit que c'est un ours, puis en fait, on voit son visage, donc on se dit quoi, il est en train de coucher avec un ours, et en fait, on découvre que c'est une femme. Donc, même dans la seule scène un petit peu intime, on pourrait découvrir vraiment qui est ce personnage. Bah, on est un peu dans un truc un peu flottant, un peu surréaliste quand même, tu vois. En fait, c'est un personnage qui est purement un personnage de passeur dans la mythologie grecque. Oui, bien sûr. Le nom personne, ça vient aussi de l'Odyssée d'Homère, de Ulysse, voilà. Qui du coup se fait pour berner le Cyclope. C'est ça. En fait, il s'appelle personne. Voilà. Et du coup, comme ça, quand le Cyclope va aller voir ses potes, et notamment son père qui est Poséidon, parce que le père du Cyclope est Poséidon, et il lui dit ouais, papa, il y a un mec, mais il vient de me borgner, il s'appelle personne. Et là, du coup, il y a Poséidon qui fait non, mais comment ça c'est personne. Bref. Mais oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est un peu.
j'irais même plus loin, c'est pas un marginal, c'est un marginal parmi les marginaux. C'est un personnage qui hante, cet enfer en fait, Mhm. et qui n'est reconnu par personne, qui est ignoré par tout le monde, et qui est, et ça c'est intéressant, paradoxalement, qui s'appelle personne, mais qui porte beaucoup d'attention au nom, euh, en particulier celui de William Blake, parce que la première fois Mhm. que Blake lui dit son nom, son prénom, c'est tout de suite ce qui va le pousser à l'aider, quoi. C'est ça, tout à fait. Et oui, voilà, et puis même, encore une fois, bah, tu sais, on évoque en fait les enfers, tu vois, et parce que, comment dire, euh, bah, je veux dire, tu sais, c'est aussi, enfin, on va dire que personne, c'est une sorte de Caron, en fait, dans la mythologie grecque. Tu sais, c'est ce personnage qui vit un peu tout seul, qui n'existe pas vraiment, et qui, en fait, sert à passer les âmes sur le Styx, qui est donc le feu des enfers. Et c'est en fait, c'est littéralement la même chose. Genre, je veux dire, c'est un film quand même d'Edman qui parle de l'histoire des États-Unis, qui évoque le western parce que ça en est un, avec comme référence la poésie de William Blake, et qui va dans un même temps avoir un personnage amérindien, mais qui va venir évoquer, du coup, évoquer la mythologie grecque. Est-ce qu'on serait pas sincèrement au cœur du cinéma de Jarmusch là? Bien sûr. Je veux dire, c'est un On a cinéma. tout, on a la langue, la poésie, la culture, Bien tout. sûr, même ce truc un peu de déplacement, mais qui ne se déplace pas vraiment. Je veux dire, le cœur du cinéma de Jarmusch réside là-dedans, en fait. Et à la fin du film, Blake, donc il se fait transporter par cette embarcation, par ce canoë vers la mer, en fait. Vers, bah, Vers on sait pas trop quoi, en fait. en vrai, j'ai envie de dire ça un peu grossièrement, c'est peut-être de la surinterprétation, mais vers l'éternité. Parce que on sait que l'éternité, enfin, la mer, c'est souvent symbole d'éternité, notamment dans les cultures amérindiennes. Donc on pourrait juste. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est grossièrement dit, mais en vrai, Mhm, c'est un peu le cas, quoi. bien sûr. En fait, Blake a survécu à tout et il peut enfin mourir. C'est ça en gros la fin du film, mourir emporté par les mers et en fait c'est lui qui, en donnant un sens à sa mort, a donné un sens véritable au voyage, à ce voyage-là qui aura été sa vie, quoi. En gros. Mhm. Ça, moi, de toute façon, je trouve la fin magnifique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce plan fixe avec la musique de Neil Young et puis le personnage de Nobody qui meurt aussi d'ailleurs. C'est ça. Les deux, donc Nobody et Cole, Lance Erickson, qui se tuent mutuellement Mhm, c'est vrai. en voyant Blake emporté par les flots. C'est Et vrai. voilà, c'est l'homme mort aura finalement été bien plus vivant que nous, âme errante qui entend ce monde. C'est pas une citation, c'est juste moi qui ai écrit la phrase là. Magnifique, mais très très bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Donc comme on l'a dit, Deadman est sorti le 26 mai 1995 en France. Ça va être un gros échec commercial lors de sa sortie en salle. Il va rapporter 1 million au box-office aux États-Unis et au Canada, ce qui est genre que dalle. En France, il va réaliser 276 000 entrées à peu près. Globalement, il va recevoir un accueil critique plutôt favorable. Mais c'est vrai que ça va pas être un énorme succès, quoi. Je sais même pas si le film est à peine rentable, quoi, pour Miramax. Voilà, Bah, même pas du coup, parce que, ouais, bah, à peine, ouais. Ouais, à peine, Mhm. oui. Si on compte le marketing, même s'il n'y a pas eu énormément de marketing. Ouais. Au final, ça va un peu être la seule expérience de Jarmusch avec les studios, parce que par la suite, il va plus vraiment refaire ce genre de film-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que son dernier film qui pourrait s'apparenter à un peu un film de studio, ça serait du coup Only Lovers Left Alive. C'était produit par qui? Je sais pas. Mais il Bah, a... je veux dire, on n'est même pas non plus dans du gros film de studio. Ouais, voilà. Voilà. Enfin, il n'y a jamais eu de film de Jarmusch produit par Warner ou par les studios Non. comme ça. Non, Enfin, non, non, genre, non. mais voilà, bon, c'est un film qui va quand même être, comme beaucoup de films de Jarmusch, apprécié en France Mhm. par le public français et par la presse française, notamment par les cahiers du cinéma, qui place d'ailleurs le film sixième dans la liste des meilleurs films de 96. Voilà. Il y a quoi d'autre? Je T'as sais la pas. liste ou pas dans les J'ai yeux? pas la Dommage. liste. Ah, dommage. J'aurais bien été... J'aurais été curieux. Mais voilà,
après ça, Jarmusch, il va quand même continuer sa carrière, hein, ça va pas l'arrêter cet échec. Hein, Bien au contraire, ouais. il va revenir en 99 avec Ghost Dog, La Voix du Samouraï, et puis par la suite, il va réaliser plein d'autres films. On va pas tous les En citer, fait, mais moi, j'aime bien en fait dire que Deadman marque la fin de la première partie de la carrière de Jarmusch et que Ghost Dog, qui est un peu un film cousin avec Deadman, je trouve, commence la seconde. Moi, j'aime bien parce que moi je dirais plus Ghost Dog marque la fin de cette première partie. c'est possible, parce qu'en plus, c'est le passage aux années 2000 et tout ça. Et puis les deux films sont assez similaires, comme on l'a C'est dit. ça, ouais, donc, bien sûr, bien sûr. En tout cas, oui, voilà. En tout cas, ça se joue entre Deadman et Ghost Dog, mais en tout cas, c'est un peu la fin justement de la première partie de la carrière de Jarmusch. Et à partir de la seconde, il va continuer un peu ce qu'il fait, mais tout en expérimentant peut-être un peu plus. Encore plus, ouais. 2003, il y a Coffee and Cigarette qui sort, et c'est un gros film à sketch. C'est un film à sketch dont la production s'est étalée sur 15 ans, 20 ans, parce que le premier sketch qui avait été filmé, c'était au tout début des années... c'était genre au début des années 80. Genre, c'est le sketch justement où du coup il y a Roberto Benigni. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit Roberto Benigni à l'époque où le film sort, et Roberto Benigni tel qu'il apparaît dans le film, il y a un décalage, tu te dis non, c'est trop bizarre. Ouais. Pareil pour évidemment le sketch entre Iggy Pop et Tom Waits. Et ouais. Mais voilà, c'est un film en fait qui va marquer pas un renouveau, mais voilà, un nouveau départ dans la carrière de Jarmusch. Et comme tu l'as dit, il va beaucoup expérimenter. Il va expérimenter dans The Limit of Control, par exemple, qui n'est pas son film d'après. Son film d'après, c'est Broken Flowers. C'est le film donc 2009, où là, il va rendre un hommage un petit peu au cinéma qu'il apprécie, à savoir le cinéma de Melville, notamment le samouraï, en faisant un petit peu son samouraï à sa sauce, on va dire, à la sauce Jarmusch. C'est ça. Bon, ce qu'il avait aussi un peu fait dans Ghost Dog, quand même. Oui, bien sûr. Ghost Dog, c'est quand même un film qui s'inspire énormément du samouraï de Melville. Ouais. Et puis il va partir aussi dans le genre, pour le coup. Enfin, dans le genre. Il a toujours fait, il a fait de prison avec Don Bailo, western, film de samouraï avec Ghost Dog. J'allais dire dans le genre un peu plus fantastique. Même si Deadman, ça peut être un film fantastique. Mais tu vois, par exemple, Only Lovers Left Alive, on suit du coup des vampires, littéralement, dans le film. Donc Tom Hiddleston et je suis désolé, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire là d'un coup. Tilda Swinton, mec. Tilda Swinton, mec. Je suis désolé. Comment ça, mec? Comment t'as pu oublier Tilda Swinton? Ça va pas, Jérémy. Il y a ça. ça. De ce podcast. Ah ouais, ok. Allez, bonne chance. Il y a ça, et puis il y a 2019. Bon, c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite là en redécouvrant, et en grande partie en découvrant tous ces films, c'est que il a quand même une carrière assez parfaite, Jim Jarmusch, je trouve. Bien sûr. Et pour le coup, son seul faux pas réellement, 2019, The Dead Don't Die, donc qui est un peu, qui est son film de zombies. En fait, c'est un gros délire, The Dead Don't Die, mais un gros délire qu'il n'a pas poussé assez loin. C'est-à-dire, on sent qu'il avait envie de faire son film de série B, les films qu'il appréciait quand il était jeune, les films d'horreur de série B, avec du gore, de l'horreur, de l'humour et tout ça, mais ça va jamais jusqu'au bout. Ce qui fait que The Dead Don't Die est un film un peu raté, mais qui en vrai est pas si horrible que ça. Ce qui fait que, c'est là où je veux en venir, c'est que globalement, ouais, la carrière de Jarmusch, c'est franchement, il y a peu de réalisateurs américains et même de réalisateurs tout court qui peuvent se vanter d'avoir une carrière aussi parfaite, entre guillemets. Bien sûr. Alors, juste vite fait, moi, sur The Dead Don't Die, du coup, c'est le deuxième film de Jarmusch que j'avais vu. Et en fait, moi, il y a ce truc c'est un vrai film raté, tu vois, dans le sens où c'est pas un mauvais film. Et c'est vraiment un film qui a même plusieurs idées. Des bonnes idées, ouais. C'est vraiment un film qui a un vrai problème de montage. Moi, l'humour de ce film ne fonctionne pas sur moi. Genre Steve Buscemi avec ses poules, le personnage de Tom... Non mais, c'est vrai, le personnage de Tom Waits qui est reclus, machin, mais... Ça peut m'esquisser un sourire, mais moi il y a vraiment ce truc de... Vraiment c'est un film. Moi le seul personnage qui me fait rire c'est... Bill Murray, ouais. Bah ouais, mec. Bill Murray, Adam Driver, en bien vrai. Sûr, leur duo est génial, tu vois. Leur duo est bien. Bien sûr, mais c'est un vrai film, moi, qui est raté. Genre vraiment, c'est un film un peu bâtard. Il savait pas trop où il voulait aller avec ça. Il y a eu peut-être quelques soucis au niveau du montage. Peut-être pas assez de temps. Au niveau de la production aussi, pas assez de temps. C'est ça. Mais je veux dire, quand ton pire film, c'est The Dead Don't Die, qui est pas non plus, encore une fois... Parce que
on crache énormément quand même sur The Dead Don't Die. Je veux dire, moi j'ai entendu des ouais, c'est le pire film du monde et tout ça, mais Oui, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de quand le film est sorti, tu sais, il a été présenté, c'était le film à d'ouverture Cannes, du festival de c'est Cannes. ça. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Jarmusch avec The Dead Don't Die. Et forcément, je pense que quand tu connais pas Jim Jarmusch et que tu découvres The Dead Don't Die, t'es en mode, mais c'est quoi ce film? Enfin, c'est nul, quoi. Surtout que, ouais, en fait, même juste avant, il avait fait du coup Only Lovers et Patterson, qui sont peut-être parmi deux de ses plus grands films. Surtout vraiment Patterson, qui est un immense chef-d'œuvre, je trouve. Et ouais, en fait, le mec vient juste après avec The Dead Don't Die. Je peux comprendre le désappointement, mais avec le recul, 6 ans après, c'est pas un super film, c'est même pas un bon film, mais c'est pas non plus l'étron qu'on en a fait. Ouais. Après avoir tout rematé de Jarmusch, franchement, Et c'est. dans l'ordre. Moi, Ah, dans l'ordre? Ouais, bah, plus ou moins, j'ai toujours maté Ouais. dans l'ordre. Oui, c'est vrai, moi aussi, ouais. Mais oui, c'est clairement. C'est pas un mauvais film, quoi. C'est un Enfin, film si, c'est un raté. mauvais film, mais c'est pas horrible, quoi. Ouais, la frontière est floue entre mauvais film et film raté. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une purge, loin de là. Et ouais, et puis même du coup, son tout dernier film, là, donc Father, Mother, Sister and Brother, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup Oui, je aimé, l'ai pas vu, mais ouais, oui. tu l'as pas encore vu. Mais en tout cas, ouais, moi c'était une vraie surprise. À la fois content du coup de retrouver un peu de Jarmusch, mais en même temps, c'est aussi un Jarmusch un peu différent. Il est un peu plus vieillissant déjà et ça se ressent dans son cinéma. Moi, je vois Et- beaucoup la critique de certains qui, des critiques, même des critiques au cahier du cinéma et dans des revues spécialisées, qui disent que Jarmusch a un peu perdu de sa superbe depuis quelques temps. Bah, Euh, non, je pense ça. ouais, c'est ce que, en fait, c'est une question que je me posais vu que du coup Ça t'as serait vu. quoi depuis Patterson? Mais du coup, il y a que 2 films. Bah ouais. Je veux dire, c'est pour ça. je veux dire, C'est une c'est que- trop peu pour. Ouais. Ouais. C'est une question que je me pose comme t'as vu Father, Mother, Brother Bah, and Sister. moi, je trouve pas, mais ouais. Après, encore une fois, il y a énormément justement de films de Jarmusch qui sont considérés comme des films mineurs. Encore une fois, Limits of Control, c'est un film que pas beaucoup de monde ont Ouais. vu. Mystery Train, pareil. Et Broken Flowers. C'est un peu ces 3 films un peu secondaires, on va dire. Ah, Mystery Train, non. Hein. Moi, je trouve quand même, tu vois. Je pense plutôt. En tout cas, Broken Flowers, Limits of Control, c'est. Permanent Vacation, hein, son Ouais, premier c'est film, ça, personne voilà. l'a Je vu. veux dire, hein. tu sais, c'est des films un peu plus minoritaires. C'est des Jarmusch mineurs, quoi. Et pour moi, son dernier est là-dedans. Pour moi, c'est un peu un film un peu cousin avec un film, par exemple, comme Limits of Control. C'est vraiment un Jarmusch mineur. Mais moi, j'aime bien aussi les réals qui font pas un film par an et qui veulent pas faire un chef-d'œuvre. Ils font des films mineurs. Et moi, je trouve ça beau aussi. Des réals qui, avec le statut qu'ils ont aujourd'hui dans l'industrie cinématographique, encore plus aux États-Unis, peuvent se permettre de faire des petits films. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Moi, quand tu dis ça, je pense direct à un réel. Bah ouais, un réal. Soderbergh. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on en Bien- parlera bientôt. probablement un jour. Hein. Ouais, bientôt l'épisode sur Soderbergh. Ça arrive bientôt, ouais. Ah. Et bien sûr. Avant de conclure, allez, parce que là, on n'a pas évoqué en détail tous ces films, mais un petit top 3, Jarmusch. Un petit top 3, c'est très très dur, ce que tu me demandes. Non, mais. Je peux en mettre plusieurs à égalité ou pas? Bah, je te fais le Vas-y. mien. C'est Vas-y, que- vas-y. Moi, Deadman, hein, Ouais. je vais pas épiloguer. En hein, troisième ou en premier? En premier, Ok. pour toutes les raisons qu'on a citées Ok. précédemment. Don Bailo, je dirais en deuxième, pareil pour les raisons que j'ai évoquées. Et ouais, en troisième, peut-être Only Lovers Left Alive. C'est un film Ok. qui m'a Ouais. beaucoup touché, Only Lovers. Après, j'aime pas faire des classements de films. Donc, Moi, donc, si, mais genre, c'est marrant, c'est tant un peu qu'exercice rigolo, comme ça, ouais, ouais. c'est un Bah, en peu, fait, c'est un peu putaclic. moi, j'aurais pu dire qu'en fait, j'aurais mis un peu les trois mêmes que toi, mais je vais pas mettre tout à fait les trois mêmes que toi parce que, pour changer. Ouais, je mettrais Don Bailo en premier, qui est vraiment moi, son film qui a le plus marqué. Voilà. Je mettrais Ghost Dog. Et. Ah, c'est très très dur. Je mettrais quand même Only Lovers Left Alive ou Patterson. Ouais. Quand même. Très bien. Pour conclure, on va passer aux petites recommandations, comme d'habitude. Moi, j'ai 3 choses à vous recommander. D'abord, un livre, un essai de Jonathan Rosenbaum, qui est un critique de cinéma. Essai qui s'appelle tout simplement Deadman. Voilà, c'est un petit essai sur le film avec des analyses assez poussées c'est assez intéressant. J'ai pas mal pris certaines informations
de cet essai-là. Un numéro de la 7e obsession, comme d'habitude, des petits numéros thématiques qui font, là en l'occurrence, c'est un numéro assez récent, c'est le 61, qu'ils ont sorti à l'occasion du coup de la sortie de Mother, Father, Sister, Brother. Parce que j'ai remarqué qu'on inversait Sister Brother. on a inversé pendant tout le long de l'épisode Sister et Brother. Hein, je suis désolé. Hein. Oh, c'est pas grave. Désolé, Jarmusch. Mais voilà, du coup, le numéro de la 7e obsession qui revient du coup sur toute la carrière de Jarmusch, tous ses films, et avec un entretien aussi écrit. Et un podcast de France Inter, un podcast La 20e heure, qui s'appelle Jim Jarmusch. Les marginaux font partie de ma tribu, à retrouver du coup gratuitement sur le site Radio France, de Radio France. Ou sur l'application. Moi, je vais vous conseiller du coup le bouquin de Philippe Azouri, donc critique de cinéma français, qui s'appelle Jim Jarmusch, Une autre allure, qui est quand même vraiment pertinent. Je voudrais vous conseiller quelques clips parce que donc, Jim Jarmusch a aussi fait des clips vidéo, notamment The Lady Don't Mind des Talking Heads, qui est peut-être le plus gros groupe du monde, ou encore même plus récemment, ça a 20 ans, mais du coup Steady As She Goes des Raconteurs. Même du coup plus aussi, Jarmusch a sorti il y a quelques années, je crois que c'est genre en 2021 ou 2022, un livre qui s'appelle Some College, où en fait il n'y a pas de texte, mais c'est... En fait, c'est un bouquin un peu compilation de dessins, de photos et de collages que lui a fait. Voilà, parce que c'est ce qu'il faisait entre Dead Don't Die et Father, Mother, Sister, Brother. C'est à savoir expérimenter son âme d'artiste. Je voudrais vous conseiller la musique de John Lurie, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup parlé de John Lurie, mais c'est quand même un sacré musicien. La musique de Tom Waits aussi. On n'a pas évoqué ces deux documentaires, Year of the Horse et Gimme Danger. Du coup, Year of the Horse qui suit la toute dernière tournée du groupe de Neil Young, Crazy Horse. Ouais. Et Gimme Danger sur sur toute la hip-hop et sur les Stooges. C'est un documentaire sur les Stooges. Voilà, où du coup on est, en fait c'est comment dire, c'est un documentaire qui retrace toute la carrière de ce fantastique groupe de proto-punk. Très bien. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, voilà. un peu comme Blake et Nobody. Tu serais Blake ou Nobody, toi ? Moi, je serais plutôt Nobody. Et moi, je serais Blake ? Ouais. Vas-y, ça me va. Très bien. Eh bien, merci Adam pour cet épisode. Nous, on se retrouve très vite le mois prochain. On sait le film ? Ouais, si, on le sait. Ouais, on sait le film. Ouais, ça va être bien. Est-ce qu'on donnerait pas un petit indice quand même ? Ouais, mais la dernière fois qu'on l'a fait, on a changé. Ouais, on a changé. Bah allez, petit indice, vas-y, balance l'indice. Dessin animé. Ouais, c'est super vague comme indice. Mais c'est un petit indice. Ne soyez pas trop gourmands, chers auditeurs. Allez, j'en rajoute un autre. Français. C'est un gros indice. Ouais, enfin, quoique, non, quand même pas. Ça va être sympa. Ouais, ça va être cool, très sympa. Cool. Et puis on te retrouvera Adam pour de prochaines critiques, bien sûr. Bien sûr. Et puis aussi pour les nouveaux formats qu'on a teasés à la fin de l'année, là, le format hors série qui arrive bientôt. C'est en préparation. C'est tout à fait. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Fin de l'épisode et générique de fin.